Voilà, alors dans cette vidéo, on va regarder la procédure de validation du labo Docker UDP. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter la procédure de validation et puis je vais vous expliquer aussi ce qui se passe derrière pour que vous sachiez ce qui est exécuté et puis que vous puissiez analyser les éventuels problèmes sur votre setup. Donc ici, je suis dans le repos de ma solution où j'ai mon dossier Docker qui contient mes différentes images et puis j'ai ce script validate.sh qui lance la procédure de validation. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter. Vous voyez qu'au départ, il y a des choses qui se passent assez rapidement, il y a des activités Docker qui se déroulent. Et puis, au bout d'un moment, ça va un petit peu plus lentement. La raison, elle est assez simple, c'est que pour valider le bon fonctionnement de l'implémentation, je vais démarrer des containers musiciens, je vais démarrer un auditeur, je vais demander à l'auditeur quels sont les musiciens qu'il a entendus, je vais comparer avec ce que je pense être la vérité, et puis après, 4 ou 5 fois, je vais tuer un musicien, attendre 6 secondes, et puis à ce moment-là, normalement, l'auditeur devrait avoir détecté que le musicien a disparu et son état devrait être mis à jour. Donc je fais ce test 4 ou 5 fois. Et puis ce que vous voyez, c'est que ici, dans ce cas, tout à la fin, on a ce message, tous les tests ont été faits. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la procédure de validation, elle s'est bien déroulée. Si je regarde, on voit qu'après avoir exécuté le script, j'ai maintenant ce fichier check.log qui a été créé. Il contient simplement l'output qui était affiché sur la console. Donc ce fichier-là, c'est ce que je vous demande d'uploader sur Sciplerlearn quand vous faites le rendu du devoir. Très bien. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe dans cette procédure de validation. Donc, on va regarder le contenu du script. Ici, il a un peu changé depuis la semaine passée, hein, donc il ne faudra pas oublier de récupérer le changement via Git. Alors, la première chose que je fais, c'est que je tue et je supprime tous les containers Docker. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on voudrait faire très souvent sur un système, puisque là, je regarde même pas si c'est les containers du labo ou d'autres. Je supprime tous les containers. Donc, il faut juste être conscient que ça se passe. Donc, si vous utilisez Docker pour d'autres projets et que vous lancez la procédure de validation, soyez pas surpris si vos containers ont été tués. La deuxième chose, c'est que je supprime les images Docker. Comme je vais valider plusieurs repos étudiants, j'ai envie d'être sûr que je repars chaque fois dans un état propre. Donc c'est pour ça que je supprime ces images. Et puis, une fois que ça a été fait, j'utilise la commande docker build pour construire localement les images. Donc, musician et auditor, ça c'est ce que vous avez utilisé les 2 dernières semaines. Vous voyez qu'il y a une troisième image ici, dont vous allez pouvoir récupérer les sources. Ça, c'est une image qui contient un script Node.js qui fait la procédure de validation, hein, qui va donc vérifier que l'auditeur découvre bien les musiciens et puis est aussi capable de détecter que des musiciens ont arrêté de jouer et qu'il fournit cette information via l'interface TCP. Dernière chose que je fais ici, c'est que j'utilise la commande docker run pour lancer un container sur la base de cette image, et c'est lui qui va faire le gros du travail. Alors, si vous êtes attentif,
vous verrez qu'il y a ce paramètre qu'on n'a pas encore utilisé, le "-v", où on mappe un fichier du système hôte sur un fichier du container. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais cet exemple ici, c'est ce qui va me permettre depuis un container Docker de communiquer avec le démon Docker pour démarrer, stopper d'autres containers. Donc c'est une manière de pouvoir faire des opérations Docker depuis l'intérieur d'un container Docker. Ok, très bien. Alors ça, c'est vraiment le point de départ, mais le gros du travail, le gros de la logique, il est dans cette image. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer une représentation graphique du système. Alors, en haut à gauche, on a le démon Docker. Quand on travaille avec Docker, il y a toujours le démon, le serveur qui tourne. Et chaque fois que vous tapez une commande pour starter, stopper, killer un container, vous interagissez avec ce démon Docker. Non, ça, il est là. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial dans le cadre du labo. Ensuite, chacun des rectangles ici représente un container. Au tout début, on a stoppé et tué tous les containers, donc il n'y en a aucun. Et puis, quand on fait le Docker run à la fin du script de validation, c'est ce premier container qu'on va lancer. Donc au départ, il y a juste ce container qui tourne. Il va exécuter un script Node.js. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par démarrer 10 containers musiciens, il va démarrer un container auditeur, et puis après, plusieurs fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder quels sont les containers qui sont actuellement actifs, donc en passant par Docker, il va savoir quels sont les musiciens qui sont en train de jouer. Il va aussi se connecter sur l'interface TCP, demander à l'auditeur qu'est-ce que lui il a vu, qu'est-ce que lui il a entendu, qu'est-ce qu'il pense, et il va comparer les deux. Et s'il détecte qu'il y a une différence, ben, il va arrêter le script de validation, il va dire je ne vais pas plus loin, il y a un problème dans l'implémentation. Ce qu'il va aussi faire, ce script, c'est qu'il va tuer des containers au hasard, et puis derrière, il va refaire cette validation en comparant qu'est-ce que Docker me dit, qu'est-ce que l'auditeur me dit, et puis est-ce que les deux correspondent. Alors, pour pouvoir faire ça, depuis ce container, on est obligé d'interagir avec le démon Docker. C'est une architecture client-serveur. Et pour faciliter notre travail, on a utilisé un des modules NPM qui est un wrapper autour de l'API Docker qui s'appelle Dockerhode. Donc dans mon script, dans mon code JavaScript, j'utilise ce module NPM pour pouvoir exécuter des commandes des commandes Docker. Donc ce module NPM, c'est ce qui va me permettre relativement facilement de lister des containers, d'en démarrer, d'en stopper, d'obtenir des informations détaillées sur les containers. On va revenir dans le file system, et puis si je descends dans Docker, image validation, on va vite regarder le Dockerfile. Ça, il n'y a rien de spécial, hein. C'est une image toute simple, mais on voit que l'entry point, c'est de nouveau l'exécution d'un script Node.js, et puis le point d'entrée, c'est app.js. Si je vais dans SRC, et puis que je regarde, ben, on voit qu'on a app.js, le point d'entrée, et puis on a docker.js. Ça, c'est un module que j'ai écrit et qui contient quelques fonctions utilitaires qui permettent
qui a facilité l'écriture de app.js. C'est dans docker.js que j'utilise Dockerroad pour faire les opérations de bas niveau. Comme d'habitude, dans package.json, on a la liste des dépendances sur les modules npm. Alors, rapidement, dans le module, j'utilise async. Ça, on le verra dans les cours de l'année prochaine, mais c'est ce qui facilite l'écriture de code asynchrone en JavaScript. On peut exécuter des opérations en parallèle, attendre qu'elles soient toutes terminées, récupérer les résultats, ou alors les exécuter en série les unes après les autres, faire ce genre de choses. Kai, JS, ça c'est une librairie qu'on utilise pour faire des assertions. Donc, typiquement ici, j'en fais une petite utilisation où je veux comparer ce que je vois au niveau Docker et ce que je vois via l'interface TCP de l'auditeur. Ben là, j'utilise une fonction Kai pour comparer des tableaux. Chance, je pense qu'on l'avait déjà vu, c'est une librairie qui permet de générer des différentes valeurs aléatoires. Dans le cas de la validation, je l'utilise pour choisir au hasard un élément d'un tableau. Et puis Dockerroad, c'est ce fameux module dont je parlais qui permet d'interagir depuis un script Node.js avec le démon Docker et donc d'exécuter des commandes. On va regarder... Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais simplement ouvrir le fichier. Ça, je ne vais pas commenter tout le fichier, je vais aller assez rapidement. Il y a des commentaires. Je vais peut-être juste attirer votre attention sur quelques éléments. Donc, au départ, ce que je fais, c'est que je déclare les modules que je vais utiliser. Net, c'est un des modules standards. Les trois autres, c'est des modules fournis par la communauté. Et puis, j'ai un exemple ici que vous pourrez trouver utile si vous commencez à factoriser votre code JavaScript. Là, j'ai écrit mon module docker.js et je l'utilise. Donc, on voit ici que j'ai un chemin d'accès relatif pour l'inclure. Après, dans mon script, j'ai toute une série de fonctions que je vais appeler plus bas dans mon script. Donc, j'ai une fonction pour démarrer un container auditeur. Je vais m'appuyer sur ma classe utilitaire pour faire ça. Même chose, j'ai une fonction pour démarrer un musicien au hasard. Et puis, c'est là où je reprends les données qui sont dans les spécifications. Je prends un élément, un instrument au hasard et puis je démarre le container. J'ai ici une fonction qui va demander à l'auditeur quels sont les instruments qu'il a entendus. Donc c'est dans cette fonction que je vais me connecter à l'interface TCP, que je vais obtenir un tableau de résultats et puis que je vais éventuellement traiter. Alors, regardons un petit peu la signature parce que ça, c'est un pattern que vous allez retrouver sans arrêt dans du code JavaScript et dans cette procédure de validation. Si on voit ici, donc la fonction, c'est ask auditor for active instruments. Et puis, je passe un paramètre que j'ai appelé ici Active Instruments have been retrieved. J'aime bien avoir ces noms assez longs, mais souvent dans des librairies, vous allez simplement avoir callback ou done. Ça, c'est une fonction que mon client va me passer. Et pour moi, c'est un moyen de lui donner le résultat. On travaille très souvent avec du code asynchrone en JavaScript. Donc, je ne peux pas simplement faire un return à la fin de la méthode parce que je n'ai pas envie de bloquer mon client. Donc, quand j'ai un résultat, je vais appeler ce callback et je vais lui passer le résultat. Et on voit que
je le fais ici. Là, j'appelle le callback et ça, c'est de nouveau une convention en Node.js. Quand on invoque un callback, il y a deux paramètres. Le premier, c'est une erreur, s'il y a une erreur, mais c'est pour ça que ici je passe nul. Et puis le deuxième argument, c'est le résultat de la fonction. Donc, si vous voulez, ici, je fais un travail asynchrone. Je vais déclencher des opérations d'entrée-sortie asynchrone. Quand j'ai mes résultats, quand j'ai reçu mon tableau d'instruments, ben, j'appelle mon client, je fais un callback sur mon client et je lui passe l'instrument. C'est ce que je fais, ici. Donc là, on voit en fait, si on regarde un petit peu ce code, c'est là où je vais utiliser le module standard net et j'implémente ici un client TCP. Hein, donc je vais me connecter sur le container auditeur, sur le port qui est défini dans la spec. Quand j'ai reçu les données du serveur, en principe, si vous avez fait le travail correctement, vous retournez un tableau JSON, ben, je peux le parser et j'ai le tableau de résultats à disposition. Alors, ce qui est un petit peu, tricky, c'est comment est-ce qu'on va faire pour connaître l'adresse IP de l'auditeur, puisque l'adresse IP elle est attribuée de manière dynamique au container Docker. Donc, je ne sais pas, à l'avance quelle va être son adresse IP. C'est là où vous voyez qu'il y a ce deuxième bloc ici, où là, dans ma classe utilitaire, j'ai une fonction pour rechercher le ou les containers auditeurs, parce que je pourrais éventuellement en avoir lancé plusieurs. Ce n'est pas le cas dans ma procédure de validation. De nouveau, là, je lui passe un callback et cette fonction est appelée quand les containers ont été découverts. Donc, quand cette fonction est appelée, ben, je sais que look for auditor containers a fini son travail et me retourne le résultat. Donc, je l'ai à disposition. Ben, ce que je vais faire, c'est à ce moment-là où je vais lui passer le premier container auditeur en paramètre et puis je lui passe le callback. Donc si on revient maintenant en haut, on voit qu'en paramètre, on a ce auditor container. Ça, c'est un objet qui est fourni par ce module npm Docker Home. Donc c'est un objet qui est assez riche. Vous pouvez afficher son contenu, ce que je faisais avant dans cette ligne que j'ai commentée. Et si vous vous baladez dans la structure JSON, ben vous verrez que vous avez accès à l'adresse IP qui a été attribuée à ce conteneur. Donc ça, c'est le code un petit peu tricky qui me permet de dire, ben là, j'ai un setup avec plusieurs containers. Je veux savoir déjà récupérer ce container ici et une fois que j'ai une référence dessus, j'ai envie de connaître son adresse IP, ce qui va me permettre après de lui parler en TCP. Ben, c'est ce que ce code ici fait avec l'aide aussi de ma classe utilitaire. Ça, je vous laisserai aller regarder le code pour voir les détails. Autre fonction, alors vous voyez ici, compare auditor state against running containers, check done. De nouveau, check done, c'est un callback. Donc, c'est cette fonction, je vais l'appeler quand j'aurai fini mon travail de comparaison. Et ce que je fais ici, ben, c'est justement cette fameuse étape où d'un côté, je vais demander à Docker quels sont les containers musiciens qui tournent. Donc, je sais vraiment qui est-ce qui est en train de jouer de la musique. Et puis, en parallèle, je vais demander à l'auditeur, via l'interface TCP, qu'est-ce que lui, il a entendu et quel est l'état de sa structure de données. Et une fois que j'ai les deux résultats, ben, je vais comparer. Et si ça se passe bien, je continue.
Si ça ne se passe pas bien, c'est là où le programme va s'arrêter. Donc, regardons un petit peu quelques éléments. D'abord, vous voyez ici, il y a ce async parallèle. Là, j'utilise ce module NPM. C'est aussi un peu particulier. Le but, c'est pas que vous soyez expert avec l'utilisation de ce module. Mais ce qui se passe, c'est que je passe un tableau de fonctions. En l'occurrence, ici, il y a 2 fonctions. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces 2 fonctions sont invoquées. Elles vont typiquement déclencher des processus asynchrones, donc on ne sait pas combien de temps va être nécessaire pour être terminé, mais chacune de ces fonctions doit accepter un callback. Hein, donc c'est vraiment des fonctions asynchrones. Et puis vous voyez qu'après le tableau, je lui passe une fonction de callback. Donc ce qui se passe derrière, c'est que ces 2 fonctions sont exécutées. Quand les 2 ont terminé, quand chacune a fourni un résultat, ben, cette fonction de callback est appelée. Et dans result, c'est un tableau. Donc l'élément 0 de ce tableau, c'est le résultat de cette fonction. L'élément 1 de ce tableau, c'est le résultat de cette fonction. Donc vous voyez que ici, c'est ce que je fais, j'accède au tableau de résultats. Je vais aussi les trier. Par défaut, ça va être par ordre alphabétique. C'est ce qui fait que je vais pouvoir après faire ma comparaison de tableaux. Et c'est ce que je fais ici. Je parlais de KJS avant, qui est cette librairie pour faire des assertions. Ben, c'est ce que j'utilise. Je dis, je m'attends à ce que les instruments vus par Docker soient égaux aux instruments vus par l'auditeur. Si ce n'est pas le cas, s'il y a eu un problème dans votre implémentation, peut-être parce que vous n'avez pas mis à jour la structure de données quand un musicien disparaît. S'il y a un problème, ben, l'exécution de toute la procédure de validation va s'arrêter ici. Et puis vous devrez commencer votre débugage ici. Si les éléments sont corrects, ben, ça va continuer et puis on va continuer à faire nos tests. Ça, c'est le travail de préparation, donc c'est des fonctions qu'on utilise plus tard. Et puis ici, vous avez vraiment le script de validation. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe, de nouveau ici, on va préparer un tableau de fonctions, parce qu'on va de nouveau utiliser async.parallèle. Donc, regardons un petit peu la syntaxe. Vous voyez que start random musician en JavaScript ici, c'est une fonction. Mais c'est là où on dit que JavaScript, JavaScript est un langage fonctionnel. Je peux passer une fonction comme paramètre à une autre fonction. Et c'est vraiment, on le voit, une fonction, c'est un objet. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais remplir mon tableau avec 10 éléments qui vont être à chaque fois une référence vers cette fonction. Et puis à la fin, le 11e élément, c'est la fonction startAuditor. Ce que je fais ensuite, c'est que je lance l'exécution de ces 11 fonctions en parallèle. Et quand elles sont toutes terminées, cette fonction de callback est appelée et je reçois les résultats. Je les reçois dans l'ordre, ça veut dire que je sais que si le 11e élément du tableau de fonction c'est startAuditor, le 11e élément du tableau result, ça va être le résultat retourné par startAuditor. Ici, je fais simplement une boucle pour afficher le contenu du résultat et on voit que j'ai accès à l'identifiant du container et puis
aux arguments qui ont été lancés pour le container. Donc c'est ici par exemple que je vais pouvoir récupérer l'instrument qui a été lancé. Là, je ne vais pas trop m'attarder, juste l'esprit, qu'est-ce que je fais ici? Ce que je fais, la première chose, quand j'ai démarré tous mes containers, j'attends 2 secondes. J'attends 2 secondes avant de faire le premier test de comparaison. Comme ça, je suis sûr que mon interface TCP elle est à disposition et puis que l'échange de datagrammes a bien pu commencer. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je vais un certain nombre de fois, spécifié ici, je vais regarder ce qui se passe quand je tue un container qui tourne. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est que quand je tue un container, il faut que j'attende au moins 6 secondes pour refaire le test. C'est-à-dire qu'au niveau Docker, je vais voir tout de suite que mon musicien il a arrêté de jouer. Par contre, l'auditeur, lui, il a besoin de 5 secondes pour décider que ça fait 5 secondes que je ne l'ai pas entendu, donc je le supprime de ma structure de données. Donc c'est pour ça qu'on a ce 6000 ici, que d'ailleurs j'aurais pu déclarer dans une constante. Mais c'est ce qui fait que nos tests vont fonctionner. Donc faites attention aussi. Là, j'ai vraiment implémenté ce que j'avais décrit dans l'aspect. Donc si vous avez implémenté l'aspect de manière un peu large, et puis quand je parlais de 5 secondes, si vous avez mis 10 secondes, cette partie-là ne marche pas. Donc ne modifiez pas le script de validation parce que de toute façon, après, je vais refaire tourner mon script de validation, mais modifiez votre implémentation. Voilà. Alors avec ça, on a terminé. Donc de nouveau, le but, si je reviens ici, c'est sur votre machine de lancer ce script de validation, de vérifier que tout se passe bien, donc que vous avez un output qui est similaire à celui-ci. D'ailleurs, là, vous voyez, ça c'est les valeurs qui ont été retournées à la fois par Docker et par l'interface TCP de Auditor. Et puis on voit les instruments qui disparaissent au fur et à mesure. Et puis tout à la fin, vous devez avoir ce message ici. Si vous avez des erreurs, vous allez avoir une erreur avec un stack trace. Et c'est probablement parce que l'assertion ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, corrigez le problème. Et puis si vous vous en sortez pas, venez me voir. Et de nouveau, à la fin, ce fichier check.log, c'est ce que vous uploadez dans Cyberlearn. Voilà, alors avec ça on a terminé. Donc j'espère que ça va bien se passer chez vous.